Bon, les coronavirus, saison numéro 3. Troisième partie, donc mécanique des fluides. On ne terminera pas là-dessus, puisque derrière, on verra encore la mécanique quantique. Donc, 3 chapitres de mécanique des fluides, cinématique des fluides, ensuite les problèmes de viscosité et les applications du théorème de Bernoulli. Donc, première partie, champ de vitesse dans un fluide. Petit a, on va essayer déjà de voir la notion de particules fluides. Donc, on a déjà vu deux échelles, une échelle microscopique, une échelle macroscopique. Bon, pour se donner un ordre d'idée, considérons par exemple 3 cm3 d'eau. Donc comme la masse molaire de l'eau c'est 18 grammes, 3 cm3 d'eau, 3 grammes d'eau, on a un sixième de mol. Comme dans une mole, vous avez 6,022 10,23 molécules d'eau, un sixième de mol, grosso modo on a 10,23 molécules d'eau. Voilà. Donc ça, c'est notre échelle, l'échelle macroscopique. Vous voyez, 10 puissance 23 molécules d'eau. Une échelle microscopique, l'échelle microscopique, c'est l'échelle des atomes. Donc on va dire taille, ordre de grandeur de taille d'un atome, 10-10 mètres, à peu près de rayon. Donc ça fait un volume de 10-30 ici. Donc 10-30 mètres cubes, échelle microscopique. Et bien ici, on va définir une échelle intermédiaire, une échelle mésoscopique, donc très très grande à l'échelle microscopique, très très petite à l'échelle macroscopique. Donc, vous voyez qu'on a de la marge entre 10-30 mètres cubes et 3 cm cubes, ici 3-10-6 mètres cubes. Donc on va se mettre entre les deux et définir donc une échelle mésoscopique. Donc dans cette échelle mésoscopique, on a beaucoup de molécules, on est très très gros à l'échelle microscopique. Donc on va pouvoir associer ici à cette échelle mésoscopique une particule fluide. Alors, attention, dans une particule fluide, on a un nombre colossal de molécules de fluide, de molécules d'eau par exemple. Et on va associer au centre de gravité de cette particule fluide un vecteur vitesse qui sera la moyenne des vecteurs vitesse ici au sein de toute cette particule fluide, ensemble de très très grand nombre de molécules de fluide. Donc on associera à cette particule fluide une vitesse, un vecteur vitesse associé au point M qui va dépendre du point T, qui est la vitesse moyenne ici de la particule fluide, vitesse moyenne des molécules fluides qui sont à l'intérieur. De là, première méthode de description d'un fluide, méthode de description lagrangienne. Voilà, on va voir qu'on a deux méthodes de description d'un fluide, ou la méthode de description lagrangienne, ou la méthode de description eulérienne. Prenons un exemple, écoulement d'une rivière. Eh bien, la méthode de description lagrangienne est rattachée à la notion de système fermé en thermodynamique. Donc tout se passe comme si, voilà, on disposait au départ de la rivière d'un ensemble de bouées et on va suivre la trajectoire des bouées au cours du temps. Donc ça, c'est la méthode de description lagrangienne. En fait, chaque observateur au départ va suivre la trajectoire des bouées au cours du temps. Qui dit description lagrangienne renvoie à la notion de trajectoire. Trajectoire suivie par les particules fluides au cours du temps. Ça, c'est la méthode de description lagrangienne. Notion de système fermé, on regarde comment va évoluer le système fermé au cours du temps. Deuxième méthode, la méthode de description eulérienne. Donc là, c'est totalement différent. Dans la méthode de description eulérienne, on va avoir des observateurs qui vont se mettre ici sur le parcours de la particule fluide. Reprenons l'exemple de la rivière qui s'écoule. Eh bien, on peut disposer sur l'écoulement de la rivière toute une série de ponts. Pour l'observateur eulérien, en fait, lui, il va regarder sous le pont passer l'eau et il va noter au cours du temps comment va évoluer, par exemple, le vecteur vitesse sous ses pieds. Donc ça, c'est l'observateur eulérien, il est fixe, il a un endroit donné et il regarde passer l'eau, par exemple, sous ses pieds et il va noter au cours du temps l'évolution du vecteur vitesse. Donc là, c'est plus la notion de description lagrangienne, plus la notion de trajectoire, mais lui, il va relever, par exemple, le champ de vitesse sous ses pieds. Ça renvoie plutôt à la notion de ligne de champ de vitesse. Donc, comme on a vu la cartographie des lignes de champ électrostatiques, des lignes de champ magnétostatiques, c'est pareil, lui, il va relever ici l'ensemble des lignes de champ. Donc, pour l'observateur eulérien, il relève, il est situé sur un pont, il relève la cartographie des lignes de champ de vitesse. Un autre observateur eulérien, un petit peu plus loin sur un autre pont, fait la même cartographie. On peut avoir, bien évidemment, une variation des lignes de champ de vitesse pour les différents observateurs eulériens. Par contre, on verra tout à l'heure que si l'écoulement est stationnaire pour l'observateur eulérien, bien évidemment,
ce qu'il va observer à chaque fois sous le pont, ne dépendra pas du temps. Donc, deux descriptions. Méthode de description lagrangienne renvoie à la notion de système fermé, notion de trajectoire. Pour l'observateur eulérien, par contre, eh bien, il va relever les lignes de champ de vitesse ici à chaque position sur la trajectoire. Et là, par contre, ça renvoie à la notion de système ouvert qu'on a déjà vu en système ouvert en thermodynamique, ici, où là, pour l'observateur eulérien, il voit entrer quelque chose, il voit sortir quelque chose et il relève à chaque fois au cours du temps ce qu'il voit sous ses pieds. Petit d, écoulement stationnaire. Donc, dans le cas d'un écoulement stationnaire, en fait, la notion d'écoulement stationnaire renvoie à la notion de méthode d'observation eulérienne. En fait, un écoulement sera stationnaire si pour l'observateur eulérien, eh bien, l'écoulement ne dépend pas du temps. L'observateur qui est sous le pont voit toujours ici, quelle que soit l'heure dans la journée, la minute dans la journée, eh bien, il observe toujours le même écoulement de fluide sous ses pieds. Par contre, un observateur eulérien qui sera un petit peu plus loin, peut-être qu'il y aura une brusque variation d'altitude, ce qui fait que lui aura, pour l'autre observateur eulérien, une modification des lignes de champ de vitesse, mais par contre, pour le même observateur eulérien, d'une position donnée, eh bien, l'écoulement ne dépendra pas du temps. Possibilité d'avoir évolution dans l'espace des lignes de champ de vitesse, mais par contre, à un endroit donné, pas d'évolution temporelle pour l'observateur eulérien. Il observe toujours la même chose ici, sous ses pieds. Du coup, dans le cas d'un écoulement stationnaire, la notion de trajectoire et des lignes de champ de vitesse, eh bien, se confondent. Donc, dans ce cas-là, la recherche de trajectoire est liée à la notion des lignes de champ de vitesse. Donc, deux descriptions, on revient sur cette première partie, deux descriptions, lagrangienne eulérien, système fermé, notion de trajectoire. Sur le système eulérien, ligne de champ de vitesse, ici, l'observateur est fixe. Et dans le cas d'un écoulement stationnaire, les trajectoires se confondent avec les lignes de champ de vitesse. Pour l'observateur eulérien, pas de variation dans le temps du vecteur vitesse. Par contre, on peut avoir une variation du vecteur vitesse dans l'espace. À cause de l'écoulement, les lignes de champ de vitesse et le champ de vitesse évoluent au cours du temps. Grand 2, dérivée particulière de la masse volumique. Dérivée particulière de la masse volumique, ici. Donc, on a la particule fluide qui est autour de M, la particule fluide qui est autour de M'. Attention, la taille de la particule fluide peut évoluer au cours du temps. On définira la masse volumique en M à l'instant T, la masse volumique ici en M' à l'instant T plus dt. Eh bien, on écrira dérivée particulière de la masse volumique, ou dérivée lagrangienne de la masse volumique, ce qu'on notera dmu sur dt, ici. Ce sera la limite lorsque dt tend vers 0, de mu en m' à l'instant t plus dt, moins mu en m à l'instant t, divisé par dt. Voilà la dérivée particulière de la masse volumique. En faisant tendre l'intervalle de temps vers 0, c'est la différence de la masse volumique, ici en m' à l'instant t plus dt, moins la masse volumique en m à l'instant t, divisé par dt. Si on essaie de calculer cette expression-là, la masse volumique peut dépendre du temps et des coordonnées de l'espace. Donc, ce qu'on peut séparer en fonction de 4 variables, on peut écrire que c'est égal à dmu sur dt plus dmu sur dx sur dt, dmu sur dy sur dt, plus dmu sur dz, ici, dz sur dt. Ce qui fait qu'en fait, la dérivée particulière de la masse volumique, on peut l'écrire comme étant égal à dmu sur dt, ici, dx sur dt, dy sur dt, dz sur dt, c'est la vitesse. Donc ça nous fait en fait mu scalaire gradient, le tout appliqué à mu. Donc en fait, la dérivée particulière de la masse volumique est égale à un premier terme qui est la dérivée
eulérienne, ça c'est dérivée lagrangienne, dérivée particulière de la masse volumique. Un premier terme qui est la dérivée eulérienne de la masse volumique et un deuxième terme qui est un terme convectif. Il y a deux façons de faire évoluer la masse volumique, ou à un endroit donné, on a une variation de masse volumique temporelle, ou alors à cause de la propagation du fluide, l'écoulement du fluide, on a un terme convectif qui peut entraîner ici une variation de la masse volumique au cours du temps. Si l'écoulement est stationnaire, la dérivée eulérienne est nulle. Par contre, bien sûr, on peut avoir évolution de la masse volumique à cause du terme convectif. Si l'écoulement est incompressible, la dérivée particulière de la masse volumique égale constante. Donc très important, stationnaire. La dérivée de mu par rapport au temps égale à 0. Dérivée eulérienne de la masse volumique est nulle. Si par contre l'écoulement est incompressible, c'est la dérivée particulière, la dérivée lagrangienne qui est nulle. La masse volumique est constante à la fois dans le temps et dans l'espace. On fait la même chose avec la dérivée particulière de la vitesse. Donc en 3, dérivée particulière de la vitesse. Au niveau de la définition, même définition que tout à l'heure, on prend la particule fluide centrée sur M à l'instant t, à l'instant t plus dt. Donc là, on aura la vitesse en m à l'instant t. Ici, on aura la vitesse en m' à l'instant t plus dt. Donc définition de la dérivée particulière ici du vecteur vitesse, dv sur dt, ce sera limite lorsque dt tend vers 0 de la vitesse en m' à l'instant t plus dt moins la vitesse en m à l'instant t. Du coup, si on le développe, on aura la dérivée ici eulérienne de la vitesse plus le terme convectif v scalaire gradient appliqué à v. Voilà la dérivée particulière de la vitesse, dérivée lagrangienne de la vitesse, dérivée eulérienne de la vitesse plus le terme convectif v scalaire gradient appliqué à v. En fait, l'accélération de la particule fluide, il y aura à la fois le terme eulérien pour l'observateur aérien qui est fixé à un endroit de l'espace, plus à cause de l'écoulement, je ne sais pas, par exemple une variation d'altitude, variation du débit à un moment donné, on aura un terme convectif qui va pouvoir apparaître. Souvent, vous verrez, on ne s'en servira pas tellement dans ce chapitre-là, mais un petit peu sur le chapitre sur Bernoulli, le terme en V scalaire gradient appliqué à V, on utilise une décomposition qui est relativement pratique, qui est la décomposition de Lamb. C'est-à-dire que ce terme-là, V scalaire gradient appliqué à V, le terme convectif, on le divise souvent en deux termes, V scalaire gradient appliqué à V. On le met sous la forme gradient de V carré sur V, plus rotationnel de V, vectoriel V. Donc très souvent, ce terme-là, on le décomposera. Ce sera très pratique dans le théorème de Bernoulli pour faire apparaître différents termes. On le mettra sous la forme gradient de V carré sur 2 plus rotationnel de V vectoriel V. Attention, les parenthèses, c'est bien sûr le rotationnel de V, puisque bien sûr, si on fait V vectoriel V, ça disparaît, c'est égal au vecteur nul. Donc cette décomposition de Lamb, très utile, gradient de V carré sur 2 plus rotationnel de V vectoriel V. On ne s'en servira pas beaucoup dans ce chapitre-là, mais par contre, dans les chapitres sur Bernoulli, on l'utilisera pour faire apparaître un terme de gradient qui sera intéressant. Voilà, toujours dans ce paragraphe, on va revoir un petit peu la signification physique d'un rotationnel, d'un champ de vitesse et de la divergence d'un champ de vitesse. On a souvent parlé, on s'est souvent posé la question. Ici, par exemple en électrostatique, on a vu souvent apparaître la divergence d'un champ électrostatique, la divergence d'un champ magnétique, même chose pour le rotationnel. On avait toujours du mal à comprendre la signification physique de ces opérateurs différentiels sur des grandeurs telles que E, telles que B. On va essayer de voir qu'en mécanique des fluides, c'est un petit peu plus parlant. On va voir un petit peu la signification physique de la divergence de V. Donc prenons un exemple de champ de vitesse. Je vous propose ici pour V quelque chose du type A1x UX plus B1y UY.
Donc si je calcule la divergence de V1, je vous rappelle, on dérive la première composante par rapport à x, la deuxième composante par rapport à y. Donc si je dérive à 1 x par rapport à x, ça nous fait A1. Et je dérive la deuxième composante par rapport à y, ça nous fait B1. Voilà. Prenons une particule fluide, ici, de côté grand L en x, grand L en y, grand L en z. Ce qui fait que son volume à l'instant t, alors attention, on fera un petit peu attention à ça, à chaque fois qu'on aura un vecteur, c'est un vecteur vitesse. Par contre, ici, lorsque je ne mettrai pas le vecteur, pensez que le grand V, c'est un volume. Donc le volume à l'instant t, ce sera L cube, puisqu'on a ici un parallélépipède de côté grand L en x, en y et en z. On va disposer, admettons, des points A, B, C ici. Si je regarde la vitesse de déplacement du point A, ici, avec le vecteur V1 qui est ici, donc vous voyez que les coordonnées du point A, bien évidemment, c'est L0, 0. Donc si je regarde la vitesse de déplacement du point A, puisque son x est égal à grand L, ça nous fait A1L, ici, UX. Donc le déplacement ici du point A, A' pendant dt secondes, ce sera A1L dt UX. C'est-à-dire que le point A va se déplacer ici en A' avec une quantité A1L dt. Le point C, de la même façon, la vitesse du point C ici, puisque le point C il a comme coordonnée, lui, 0L0, donc il se décale de B1L ici, B1L UY. Donc du coup, le CC', ici sur cette quantité-là, eh bien, ça nous fera B1L dt UY. Donc le point C', il va passer ici, et on aura B1L dt sur cette quantité-là. Et le point B, qui a comme coordonnées L, L et 0, il va se déplacer de la même quantité en X et en Y. Voilà le déplacement du point B'. Par contre, en Z, pas de déplacement. Ce qui fait que le volume de la particule fluide à l'instant T plus dt, ici, les longueurs selon Z, pas évolué. Par contre, la longueur selon X, on aura L plus A1L dt. Et la longueur selon Y, on voit qu'on est passé de L à L plus B1L dt. Du coup, si on développe ces quantités-là, voilà, si je calcule le volume à l'instant T plus dt, donc ça nous fera L, je développe, ça nous fait L carré plus B1 ici, donc L carré sur ce premier terme-là, B1 L carré dt sur le deuxième terme, ensuite j'aurai A1 L carré dt sur ce terme-là, A1 B1 L carré dt carré sur ce terme-là. Du coup, ça nous fera L au cube plus B1 L au cube dt plus ici A1 L au cube dt plus A1 B1 L au cube dt carré. dt carré infiniment petit du second ordre. Si je fais la différence des volumes, donc volume à l'instant t plus dt moins volume en t, bien sûr le L cube va disparaître et en fait j'obtiens B1 L cube moins A1 L cube dt. Donc si on divise la différence du volume à l'instant t plus dt moins volume à l'instant t sur le volume présent à l'instant t, on divise par L cube et on a B1 plus A1 dt. Suffit de diviser par le temps. Suffit de diviser par le temps. Et en fait, 1 sur dt
du volume de la particule fluide à l'instant t plus dt moins le volume de la particule fluide à l'instant t divisé par dt. Je divise cette expression par dt. Vous voyez que ça nous fait B1 sur A1. En fait, que représente la divergence du vecteur vitesse? Eh bien, la divergence de V1 qui fait A1 plus B1, c'est en fait la variation relative du volume, donc dV sur V, divisé par dt. Donc en fait, la divergence du vecteur vitesse est directement liée à la variation de volume. Si le volume de la particule fluide n'évolue pas au cours du temps, vous avez un fluide en fait qui est ici incompressible, pas de variation de volume de la particule fluide au cours du temps, la divergence de V1 égale 0. Si jamais la particule fluide voit son volume augmenter au cours du temps, eh bien, divergence de V1 sera positif. On a en fait une particule fluide qui aura tendance à diverger, augmentation du volume. Par contre, si la particule fluide possède un volume qui va diminuer au cours du temps, dV sur dt sera négatif. Dans ce cas-là, on aura plutôt une particule fluide qui aura une forme de convergence et donc la divergence de V1 sera négative. Donc très très importante, hein, la divergence ici de la particule fluide est directement liée, là je l'ai montré sur un cas particulier, on la généralisera tout à l'heure, la divergence de V1 est liée à la variation de volume de la particule fluide au cours du temps. Donc pour un fluide incompressible, divergence de V1 égale 0 puisque la particule fluide aura un volume qui sera constant. Voilà la signification physique de la divergence ici du vecteur vitesse. Voyons de la même façon un petit exemple pour voir la signification physique du rotationnel du vecteur vitesse. Donc je vais reprendre un petit peu le même type d'exemple et puis on va regarder la signification physique du rotationnel du vecteur vitesse. Voilà, alors j'ai pris un exemple avec un vecteur vitesse ici, V2 qui est égal à moins A2x, non, moins A2yux, ici plus A2x, uy. Donc ce vecteur V2, ici, moins A2y, A2x, 0. Calculons le rotationnel de V2. Donc rotationnel de V2, hein, je vous rappelle, d sur dx, d sur dy, d sur dz, ici appliqué à moins A2y, A2x, 0. Donc je vous rappelle, ici, sur la première composante, ça nous fait 0, sur la deuxième composante, ici, de la même façon, ça nous fait 0, sur la troisième composante, je dérive ici par rapport à x, ça nous fait A2, moins la dérivation par rapport à y, donc ça nous fait A2 plus A2, donc 2A2, ici UZ. Voilà le rotationnel de V2 ici, sur l'exemple que j'ai pris là, donc 2A2 multiplié par UZ. Reprenons la particule fluide qu'on a tout à l'heure, X, Y et Z, de côté grand L selon les trois composantes. Je remets les trois points ABC. Essayons de regarder un petit peu comment se déplace le point A, comment se déplace le point B, comment se déplace le point C, si vous avez un vecteur vitesse du type moins A2Y plus A2X plus Y. Donc la vitesse ici du point A, toujours pareil, le point A, on l'a vu tout à l'heure, L0, 0. Donc il y a une composante uniquement en X. Donc on voit qu'à ce moment-là, la vitesse ici V2 du point A, ce sera A2L UY. Ça veut dire que là, le point A, tout à l'heure, il se déplaçait horizontalement, là, il se déplace verticalement, ici. Et donc le déplacement A', si on dit que A se déplace en A', ce sera V2 dt pendant dt secondes, donc A2L dt UY. Donc le point A se déplace ici en A'. Le point C, si on regarde la vitesse V2 du point C, le point C il a comme coordonnée 0, L0. Donc là, ça affecte un déplacement selon X, ça nous fait moins A2L UX. Donc le point C, lui, s'est déplacé ici en CP. Il aura subi un déplacement uniquement selon X, puisque là, cette fois, c'est C', ce sera un moins A2L dt UX. Même chose pour le point B. Et du coup, ce qui s'est passé,
c'est que la particule fluide, ici, son volume n'aura pas changé. Bon, ça, c'est pas difficile de le montrer, puisqu'en fait, si vous appliquez la divergence de V2, donc la divergence de V2, je dérive la première composante par rapport à X, c'est rien. La dérivée de la deuxième composante par rapport à Y, il n'y a rien. Donc, comme on vient de dire précédemment que la divergence de V, directement, c'est lié à la variation relative du volume par rapport au temps, le volume de la particule fluide n'a pas changé. Par contre, ici, on s'aperçoit, si on détermine dθ, l'angle qui est ici, eh bien on s'aperçoit qu'en fait, dθ, l'angle θ étant petit, on peut l'assimiler à la tangente. Donc tangente de θ, côté opposé, A', donc on l'a ici, A2L dt, ici, divisé par le côté adjacent qui vaut grand L. Donc ça fait A2 dt. Ce qui fait que θ point, c'est égal à A2, qui est en fait la vitesse angulaire de rotation de la particule fluide par rapport à elle-même. Donc en fait, on s'aperçoit que rotationnel de V2, ici, rotationnel de V2, par le calcul, j'ai trouvé 2A2, 2A2UZ, et en fait, A2, c'est θ point, c'est la vitesse angulaire. Donc souvent, on met ça sous la forme rotationnel de V2 égale 2 fois le vecteur oméga. Et le vecteur oméga sera appelé le vecteur tourbillon. En fait, si vous avez un fluide qui est rotationnel, vous avez de la vorticité, un vecteur tourbillon qui apparaît. Et ça va nous renseigner sur la rotation ou non de la particule fluide. Donc ici, le rotationnel de V2 est égal à 2 fois le vecteur oméga. Le vecteur oméga, c'est le vecteur rotation instantanée de la particule fluide sur elle-même. Donc là, éventuellement, ici dans cet exemple, bien évidemment, le volume de la particule fluide n'évolue pas au cours du temps, mais la particule fluide va tourner sur elle-même. Et donc, oméga, c'est le vecteur tourbillon. En fait, ici, directement, le vecteur tourbillon, vous l'aurez en faisant la moitié du rotationnel de V2. Donc, le fluide, s'il est rotationnel, bien évidemment, rotationnel de V2, différent du vecteur nul, et ce sera égal à 2 fois le vecteur tourbillon. On ne confond pas la rotation de la particule fluide avec, ici, la trajectoire de la particule fluide. C'est ce que je vous ai mis derrière. Attention, il ne faut pas confondre les deux. Regardez les deux petits exemples que je vous ai mis. Donc, je vous ai mis un vecteur vitesse du type AX, UY. Donc, dans ce cas-là, AX, UY, eh bien, vous voyez que le vecteur vitesse aura toujours la même direction portée par UY. Donc, la trajectoire des particules fluides, ici, c'est une trajectoire rectiligne. Mais par contre, quand je calcule le rotationnel du vecteur vitesse, il est non nul. Donc, en fait, vous avez ici des particules fluides qui vont pouvoir tourner sur elles-mêmes. Donc, on aura de la vorticité avec une trajectoire rectiligne. Donc, pas confondre trajectoire, ici, et le fait que le fluide puisse être rotationnel ou irrotationnel. Pas confondre la trajectoire des particules fluides, qui est une trajectoire rectiligne, mais par contre, il y aura de la vorticité avec des particules fluides qui peuvent tourner sur elles-mêmes. Même chose sur un autre type d'écoulement que vous avez déjà rencontré. Si jamais le vecteur V, c'est du type gamma sur 2πr Uθ, donc gamma, on verra que c'est la circulation. Donc là, vous avez un vecteur vitesse, ici, qui est tangent au vecteur Uθ. Donc un vecteur vitesse de ce type-là. Donc là, on aura une trajectoire ici qui sera circulaire. Et bien, si on calcule le rotationnel de V, on s'aperçoit que le rotationnel de V, en fait, il sera égal au vecteur nul. Bon, là, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'il faut le paramétrer en coordonnées cylindriques. Ici, le rotationnel de V égale vecteur nul. Donc la trajectoire est circulaire, mais par contre, rotationnel de V égale vecteur nul. Bon, si on regarde un petit peu, c'est ce qui se passe en fait lorsque vous regardez un fluide qui va rentrer ici, qui va s'écouler au niveau du trou d'un évier. Eh bien, la trajectoire sera circulaire. Après, elle sera bien sûr elliptique ici, pas elliptique, hélicoïdale. En fait, la trajectoire du fluide, l'eau va rentrer dans l'évier. Ici, on aura une trajectoire qui sera circulaire puis en hélice. Et on s'aperçoit, si on vous mettez par exemple une allumette dans l'évier, vous verrez qu'en fait, la droite ici de l'allumette, en fait ici, le morceau d'allumette ne tournera pas sur lui-même, le fluide ne sera pas rotationnel. En fait, l'allumette va rester droite et venir s'écouler dans l'évier ici sans tourner sur elle-même. Donc en fait, ici, vous avez un écoulement qui possède une trajectoire qui sera circulaire, voire hélicoïdale, en rentrant à l'intérieur de l'évier. Par contre,
ici, on verra que les particules fluides ne tournent pas sur elles-mêmes, c'est-à-dire que en fait, votre fluide est irrotationnel avec des trajectoires malgré tout circulaires. Donc, pas confondre forme de trajectoire et caractéristiques ici des particules fluides. Je peux avoir un fluide qui est irrotationnel avec une trajectoire équilibrée. Je peux avoir un fluide ici qui est par exemple non rotationnel, une trajectoire circulaire, voire curviligne. Donc bien voir deux notions importantes. La divergence de V nous renseigne sur l'évolution du volume de la particule fluide. Si div de V égale 0, dans ce cas-là, le volume de la particule fluide est constante. Et cette notion de rotationnel, le rotationnel du vecteur vitesse, c'est 2 fois le vecteur tourbillon. Grand 4, on voit maintenant les équations locales de conservation de la masse. Grand 4, équations locales de conservation de la masse. La notion de débit volumique. Voilà, donc le débit volumique, souvent ça se note comme ça, dB, hein, c'est la variation de volume par rapport au temps. Donc en mètres cubes par seconde. Donc du coup, c'est le volume balayé pendant dt secondes. Donc ce volume balayé, bon, si on est rigoureux mathématiquement, on mettra un d3v ici, sur cette quantité-là. Donc du coup, le volume balayé pendant dt secondes, ici, ce sera v ds dt. Si on met sur ds un infiniment petit du second ordre, ici. Donc du coup, d3v sur dt, ici, sur cette ce sera l'intégrale sur la section S de vds, ce sera le flux, ici, le flux du vecteur vitesse. Donc ce sera le volume déplacé, le volume de fluide déplacé par unité, ici, de temps, donc en mètres cubes par seconde. On peut définir de la même façon le débit massique, ici. Donc débit massique, ce sera la masse déplacée par unité de temps. Donc cette fois, ce sera en kilogrammes par seconde. Donc suffit simplement de multiplier ici le volume par la masse volumique. Donc ce sera l'intégrale double sur S, ici, de mu V ds pour le débit massique. Donc en kilogrammes par seconde. Donc très important, hein, mètres cubes par seconde pour le débit volumique, débit massique, mu V ds. On fera apparaître un nouveau vecteur densité de courant, comme on a vu en électricité, le vecteur JC, qui était égal à la densité volumique de charge fois le volume. On avait vu des J thermiques, des J de diffusion. Et bien là, on va voir un nouveau vecteur densité de courant de vitesse. Donc ce vecteur densité de courant de vitesse, ce sera par définition égal à mu V, ce qui fait que le débit massique, ce sera le flux du vecteur JV. Donc le vecteur JV, mu V, vecteur densité de courant de vitesse. On en a déjà vu plein, le J thermique, le J de diffusion, le J de conduction, le J de déplacement, l'électromagnétisme. Eh bien, tout à fait le même type ici. Donc, mu fois V, masse volumique fois le vecteur vitesse pour ce vecteur JV. Dans le cas d'un fluide incompressible, la masse volumique est constante. Et dans ce cas-là, le débit massique, ce sera mu fois le débit volumique. Mais attention, ça ne marche que si le fluide est incompressible. Dans ce cas-là, vous avez le droit de sortir mu de l'intégrale. Et donc, le débit massique vaudra mu fois le débit volumique. Ce n'est valable que dans ce cas-là. Bon, un petit topo, je vous ai simplement mis ça sur les conditions aux limites. Ici. Donc, conditions limites, lorsque vous allez avoir un fluide qui s'écoule ici à l'intérieur d'un tube, si vous considérez un point M, un point M', si on n'a pas d'effet de viscosité, ici, en fait, on aura toujours la vitesse en M, donc en condition limite, donc sur les parois ici du récipient. Lorsqu'on considère un fluide qui n'est pas visqueux, donc un fluide parfait, en fait, la vitesse de M, elle est tangente ici à chaque fois au tube
au point considéré. Donc on écrira, si le vecteur surface, bien évidemment, est perpendiculaire à l'objet ici dans lequel le fluide s'écoule, eh bien on écrira que Vm ds égale 0. Même chose ici, Vm' ds' égale 0. C'est-à-dire que le fluide, ça on l'aura souvent dans les conditions limites, donc le fluide sur les parois va épouser la forme de la paroi. On verra quand on tiendra compte des effets de viscosité, bah là par contre on aura des points d'arrêt sur les extrémités du récipient, on aura les vitesses qui n'auront même plus une composante qui sera tangentielle bien sûr au tube, mais on aura même une vitesse qui va s'annuler sur les parois du tube. Mais pour l'instant, si on considère un fluide parfait, eh bien le fluide va épouser la forme ici de l'obstacle en M et en M'. Bon, à l'intérieur, il fait n'importe quoi, mais par contre, sur les parois, le fluide va épouser les formes des parois pour les conditions limites. Petit 4, équation de conservation de la masse. Donc la démonstration, elle est classique, hein. On l'a vu sur tous les bilans qu'on a déjà fait. On va faire ce bilan de manière unidimensionnelle. Donc je prends ici un cylindre de section S entre les abscisses X et X plus dx. J'appelle dm en T la masse présente du cylindre à l'instant T. Et on appellera dm à l'instant t plus dt, la masse présente à l'instant t plus dt. Donc on va écrire que la variation de masse entre les deux instants, donc je dis que c'est la variation de masse. La variation de masse, on va dire que c'est la masse volumique fois la section fois dx, ici. Et puis on va introduire également le vecteur JV. Donc on aura un vecteur JV en x et un vecteur JV ici en x plus dx à l'instant t. Donc du coup on pourra dire que c'est la masse qui va rentrer, hein. Donc on peut écrire que c'est la masse entrant moins la masse sortante. La masse entrante, je fais intervenir JV, donc c'est JV en x à l'instant t. Je multiplie par la section, je multiplie par le temps pour avoir la masse entrante, moins JV en x plus dx à l'instant t fois s dt. On se sert du fait que la formulation mathématique classique, une fonction de x fois une fonction de x plus dx, ça nous fait moins la dérivée de JV par rapport à x, dx, s, dt. On simplifie par la section, on simplifie par dx, et j'obtiens, en fait, je divise par dt, et on obtient que d mu sur dt, c'est égal à moins d de JV par rapport à x. Dérivée de mu par rapport au temps, moins dJV sur dx. Voilà, ça c'est ce qu'on obtient une dimension. On généralise à 3D. Cette fois, on n'aura pas qu'un dJV sur dx, mais un dJV sur dy, dJV sur dz. Du coup, à 3 dimensions, on va se retrouver avec une équation classique de conservation, d mu sur dt. Ce terme-là, je le fais passer de l'autre côté. Puisqu'on aura la dérivée de JV de x par rapport à x, même chose en y, même chose en z, on aura la divergence de JV. d mu sur dt plus divergence de JV égale 0. Je vais la remettre ici. C'est bien sûr l'équation de conservation de la masse. Donc, équation de conservation de la masse. Divergence de JV plus d mu sur dt égale 0. Classique dans toutes ces équations de conservation. Je vous rappelle l'équation de conservation de la charge. En élec, on avait divergence de JC plus dérivée de ρm par rapport au temps égale 0. JC, c'était le vecteur densité de courant qui était égal à la conductivité fois le champ électrostatique. ρm, la densité volumique des porteurs de charge mobiles. Bon, bah là, on a exactement la même équation. Divergence de JV. Bien sûr, JV, c'est pas la même chose. Là, on avait ρm fois V, densité volumique de charge fois vitesse. Là, on se retrouve avec muV plus d mu sur dt égale 0. Voilà. Équation de conservation de la masse, div de JV plus d mu sur dt égale à 0. Plaçons-nous ici dans le cas de l'écoulement stationnaire. Donc si l'écoulement est stationnaire, on a vu bien sûr la dérivée eulérienne est nulle. d mu sur dt égale à 0. Donc divergence de JV égale à 0.
si on applique le théorème de Greenau-Zoroadsky, bien évidemment, puisque l'intégrale de div de JV d taux, c'est l'intégrale double sur surface fermée de JV ds. Donc bien sûr, si la divergence de JV égale 0, on a en fait le flux du vecteur JV à travers toute surface fermée qui est nul. Donc JV est un champ à flux conservatif. Voilà. Donc JV à l'entrée, c'est JV à la sortie. Donc en fait, on aura ici ce qu'on pourra marquer ici sur ces quantités-là. On aura en fait la quantité mu Vs qui sera égale à une constante. Donc le flux à l'entrée de JV, ça sera le flux à la sortie de JV. Donc la quantité mu Vs égale constante. Si en plus, ici, vous êtes en flux incompressible, c'est-à-dire que mu égale constante, on aura Vs égale constante. Donc si on est en régime stationnaire, en fait, j'ai conservation du débit massique égale constante. Si en plus vous avez un fluide incompressible où la masse volumique est constante, vous avez le débit volumique qui est égal à une constante, Vs égale constante. Donc plus la section sera faible, plus la vitesse sera grande et inversement. Conservation ici du débit volumique si vous êtes dans le cas d'un fluide en régime stationnaire. En régime stationnaire, on aura toujours la conservation de débit massique. Si en plus vous avez un écoulement qui est incompressible, mu égale constante, conservation du débit volumique. Ce sera très souvent le cas. Avec un liquide, ça marche pas mal puisque la masse volumique est quasi constante. Il faudra faire attention dans le cas des gaz puisque la masse volumique variera beaucoup plus ici en fonction des différents paramètres. Mais conservation du débit volumique, Vs égale constante. On revient sur les écoulements ici de tout à l'heure. On va remontrer la relation qu'on avait tout à l'heure. Je vous l'avais montré sur un exemple, le fait que la divergence de V était due à la variation relative par rapport au temps ici du volume. Eh bien, on va le redémontrer à partir de la conservation ici de la masse. Donc petit 6, retour sur les écoulements incompressibles. Donc je repars sur l'équation de conservation. De la masse. Je remplace JV par MUV, ça fait divergence de MUV plus dmu sur dt égale 0. Divergence de MUV, c'est une relation qu'on a déjà vue sur l'algèbre linéaire, sur les opérateurs. On peut le mettre sous la forme mu divergence de V plus ici mu V scalaire gradient appliqué à V plus dmu sur dt égale 0. Donc sur cette relation-là, on se sert, je vais vous remettre un petit peu la relation peut-être avant. Je vous rappelle que, on va faire ici, en fait on peut écrire que, d'après les formules d'algèbre linéaire, la divergence de mu V, c'est mu div de V, plus V scalaire gradient appliqué à mu. Donc ça, on va pouvoir le réinjecter ici. Donc ça nous fait mu div de V, plus V scalaire gradient appliqué à mu, plus dmu sur dt. Voilà, sur ces deux termes-là, on retrouve la dérivée eulérienne, le terme convectif de tout à l'heure. Donc en fait, j'obtiens mu div de V plus la dérivée particulière de la masse volumique dmu sur dt. Donc du coup, ça va nous faire, sur cette relation-là, vous apercevez que div de mu, c'est moins 1 sur mu dmu sur dt. Sauf que la masse, c'est égal à mu fois le volume. Donc en fait, ici, on s'aperçoit, quand vous différenciez cette expression-là, puisqu'il y a conservation de la masse, en fait, log de m, c'est log de mu plus log du volume. On différencie cette expression-là, la masse étant conservée, ça fait 0 égale, ici, dmu sur mu plus dv sur v. J'utilise la différentielle logarithmique, je prends le logarithme des deux expressions. La masse, c'est mu fois v. Log de m, c'est log de mu plus log de v. Je différencie, conservation de la masse, donc dm sur m, ça disparaît, ça fait dmu sur mu plus dv sur v. Du coup, dmu sur mu, c'est moins dv sur v. Donc du coup, ça vous fait 1 sur v dv sur dt. Voilà la divergence de v. Tout à l'heure, je l'ai montré sur un exemple. Vous voyez que je retrouve la particularité de tout à l'heure. La divergence du vecteur vitesse,
c'est égal à 1 sur V dV sur dt. S'il y a variation du volume de la particule fluide, eh bien la divergence de V sera non nulle. Donc en fait, un fluide, s'il est incompressible, la divergence du vecteur vitesse égale vecteur nul. Et dans ce cas-là, le volume de la particule fluide ne variera pas, divergence de V, 1 sur V dV sur dt. Voilà, on conclut sur ce cours-là en rappelant bien sûr dans la dernière partie les différents types d'écoulement. Donc ce que je vous ai mis sur le dernier tableau. Donc si l'écoulement est stationnaire, c'est la dérivée. Je vous le remets là-dessus et on s'arrêtera là, sur ce chapitre-là. Donc ce qu'on retient du chapitre, si l'écoulement est stationnaire, la dérivée eulérienne est égale à 0. Donc pour un observateur eulérien, ici, donc fixe à un endroit donné, pas de variation temporelle de l'écoulement. Ça c'est stationnaire, d sur dt. Ensuite, on aura un écoulement incompressible, si la divergence de V égale 0. Donc dans ce cas-là, les particules fluides ne verront pas leur volume varier au cours du temps. Et enfin, un écoulement irrotationnel, rotationnel de V, égale vecteur nul. Donc les particules fluides ne tourneront pas sur elles-mêmes. Bien sûr, si rot de V égale vecteur nul, on pourra mettre le vecteur vitesse sous la forme gradient de phi. Phi sera un potentiel de vitesse ici, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Écoulement stationnaire, ici, dérivée eulérienne nulle. Écoulement incompressible, div de V vaut 0. Écoulement irrotationnel, rot de V égale vecteur nul. Voilà, tout ça on s'en servira sur le chapitre sur la viscosité. Et puis sur le théorème de Bernoulli, vous me ferez les exercices d'application. Il y a des petits exos d'application directe du chapitre. Bien revoir les équations de conservation de la masse qui sera très important et les particularités qu'on a vues dans ce chapitre.